Bonjour à tous et bienvenue à vous dans le 7-9. Très bon début de journée en notre compagnie. Tout de suite le journal, en voici les principales informations. Après plusieurs reports, les 11e assises du tourisme se tiennent enfin à Rabat. Le coup d'envoi a été donné hier. Membres du gouvernement, présidents de grands groupes, chefs d'entreprise et acteurs économiques, tous sont là pour notamment faire le point sur l'état d'avancement de la vision 2020. Les détails, c'est à suivre dans ce journal. Et puis, le monde entier a célébré hier la journée mondiale du cœur pour sensibiliser les Marocains. Des campagnes de dépistage des maladies cardiovasculaires ont été organisées dans toutes les grandes villes de notre pays et ça se passe jusqu'au 3 octobre. Et puis nous vous emmenons à la fin de ce journal dans les environs de Taroudant. C'est là-bas que la toute première école communautaire de la région a vu le jour. Le reportage, c'est à suivre dans cette édition. Et donc pour commencer ce journal, les 11e assises du tourisme se tiennent enfin à Rabat après avoir été reportées à plusieurs reprises. Le coup d'envoi a donc été donné hier, l'occasion de faire le point sur l'état d'avancement de la vision 2020. Pour en savoir plus sur ce qui a marqué cette journée d'hier des assises, voyez ce reportage. Il est signé Raja Fadli et Kamal Rounaim sur un récit de Salma Bouchafra. Cela faisait 3 ans que les opérateurs du secteur attendaient cet événement et ils étaient nombreux à son coup d'envoi. Les 11e assises du gouvernement ont réuni des personnalités de tous bords. Membres du gouvernement, présidents de grands groupes marocains, chefs d'entreprise et acteurs économiques, tous rassemblés pour un seul et même objectif, faire le point sur l'état d'avancement de la vision 2020. Le chef du gouvernement a ouvert le bal. D'autres responsables se sont par la suite succédés à la tribune pour apporter leur éclairage sur le secteur. Discours appuyé de chiffres et de statistiques. Lors de son intervention, le ministre du Tourisme a énuméré certaines des principales réalisations de ces 3 dernières années. Malgré le contexte international et régional, le tourisme national a enregistré une hausse de 8% au niveau des arrivées, 13% au niveau des nuitées et une progression de 5% en termes de revenus. Ce sont d'importantes réalisations. Si nous avions donné plus à la promotion et à l'aérien, je pense que nous aurions fait mieux. Même constat pour l'investissement. Le ministre avoue que beaucoup reste à faire. Le secteur ne draine que 8 milliards de dirhams par an. L'objectif est d'atteindre 15 milliards d'investissements annuellement. Un montant qui permettra de développer plusieurs produits touristiques. Nous avons hiérarchisé l'approche d'investissement au Maroc. Nous avons déjà commencé par les stations Azur. Aujourd'hui on a revu le positionnement des stations Azur, où on a ramené un nouveau tour de table pour développer ces stations. Et donc aujourd'hui, elles sont sur la bonne voie pour être développées dans le plus court terme. Je pense que d'ici 2016, on aura une sortie de capacité à peu près de 8000 lits au niveau de ces stations. Le plan Azur est un chantier parmi tant d'autres, des projets qui nécessitent une réelle coopération entre le gouvernement et le secteur privé. Les 2 parties affichent leur engagement. Elles veulent faire de l'industrie touristique un vrai levier de développement. Et on parle santé à présent avec donc la journée mondiale du cœur qui a été célébrée hier. Des actions de sensibilisation ont été menées un peu partout dans le monde et au Maroc également, notre pays qui a voulu aller plus loin cette année en organisant des campagnes de dépistage des maladies cardiovasculaires dans toutes les grandes villes. Ça se passe jusqu'au 3 octobre. Et les précisions d'Amina Ben Khalaq. 17,3 millions de victimes par an, ce sont les victimes des maladies cardiovasculaires dans le monde. Le principal facteur de risque reste l'hypertension artérielle. Elle provoque plus de 23% des décès. Des chiffres qui donnent froid dans le dos. Ils ont été repris hier par toutes les organisations sanitaires à l'occasion de la Journée mondiale du cœur. Le thème de cette année, des environnements sains pour notre cœur. Le Maroc a bien sûr pris part à cette mobilisation internationale. Il s'est même engagé dans une campagne de sensibilisation jusqu'au 3 octobre. Plusieurs ONG, instituts et syndicats organisent des séances de dépistage des maladies cardiovasculaires sous la tutelle du ministère de la Santé. Au programme aussi, une communication intensive autour des grands facteurs de risque.
En tête de liste, on retrouve l'hypertension, l'excès de cholestérol et le tabac. Il faut donc adopter des réflexes simples, manger équilibré, faire du sport et surtout ne pas fumer. Dans l'actualité internationale, on retiendra d'abord ce triste chiffre. Depuis le mois de janvier, un nombre record de migrants sont morts en Méditerranée. C'est ce que déplore l'Organisation internationale pour les migrations qui évoque très exactement 3072 morts. Le dernier pic, qui date des révolutions arabes de 2011, était 2 fois moins important. Avec 1500 morts, le périple en Méditerranée reste ainsi le plus dangereux au monde et l'année 2014 la plus meurtrière depuis 20 ans. La majorité de ces migrants ont été victimes de noyades, d'asphyxie, de faim ou de froid. En tout, plus de 112 000 migrants en situation irrégulière ont été détectés par les autorités italiennes au cours de cette année. Parmi ces personnes qui fuient les conflits et les persécutions, beaucoup de Syriens et d'Érythréens notamment. Et puis autre chiffre très inquiétant également, plus de 2,5 millions de personnes ont été déplacées en Afrique depuis le début de l'année, selon le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Le HCR qui appelle d'ailleurs à ne pas oublier ce continent, car l'Afrique souffre proportionnellement plus que d'autres régions du monde. Cette année, les conflits en République centrafricaine, dans le nord du Nigeria, au Soudan du Sud et en Libye ont fait des millions de déplacés supplémentaires. Hier, devant les membres du comité, dont le Maroc est membre, le patron du HCR a également regretté que l'attention soit focalisée sur le Moyen-Orient et l'Ukraine, bien qu'il y ait un lien clair entre les événements au Mali, au Nigeria, en Libye et en Somalie et ce qui arrive en Syrie, en Irak, au Yémen ou en Afghanistan. Et voilà qui nous amène à la situation en Syrie. Justement, hier, à l'Assemblée générale des Nations unies, le monde a encore une fois rappelé sa détermination à combattre l'État islamique en Irak et en Syrie. La Syrie qui a affirmé qu'il n'y aurait pas de solution politique du conflit tant que le terrorisme sévira dans le pays. Quant aux affrontements, vous allez le voir, entre les forces de la coalition et les djihadistes, eh bien, ils se poursuivent notamment dans la région de Ain al-Arab où les membres de l'État islamique continuent d'avancer. Manal Ardali fait le point pour nous. Le pouvoir syrien s'associe aux efforts internationaux pour lutter contre le terrorisme. C'est ce qu'a annoncé le ministre syrien des Affaires étrangères devant l'Assemblée générale des Nations unies. La Syrie s'oppose toutefois aux raids aériens menés par Washington et des pays arabes contre l'État islamique. Pour Damas, cette action va créer un tourbillon au sein de la communauté internationale, car d'autres pays soutiennent les djihadistes. La lutte contre le terrorisme ne sera pas réussie à travers des résolutions non appliquées. Dans ce contexte, les intentions n'ont plus aucune place. La lutte contre le terrorisme n'est possible qu'à travers la mise en œuvre effective des résolutions de l'ONU. Mais le plus important est de stopper les actions de ces pays qui arment, supportent, entraînent ces groupes terroristes et leur octroient des fonds. De son côté, la Turquie se rejoindra à la coalition internationale de lutte contre le si son Parlement approuve la décision du président Recep Tayyip Erdogan. Ankara envisage même une intervention terrestre, car du côté de la frontière syro-turque, la situation humanitaire est de plus en plus inquiétante. Les réfugiés syriens installés ici sont plus nombreux que nous. On doit les faire sortir d'ici. Après tout, ils sont des humains. Ils meurent ici chaque jour et même nos vies sont menacées. Si les forces kurdes comptent nous protéger, ils devront attaquer les combattants de l'État islamique. Sur le terrain, les membres de l'État islamique seraient à 5 km de la ville stratégique de Kobané. La récente offensive des djihadistes a entraîné un exode massif de population. Au moins 160 000 personnes ont traversé la frontière pour se réfugier en Turquie depuis 2 semaines. Et puis dans le reste de l'actualité à l'étranger, en bref, en Espagne, tout d'abord, la justice a fini par trancher après les recours déposés par Madrid. La justice espagnole a suspendu pour 5 mois hier le référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Le scrutin devait se tenir le 9 novembre prochain. La Cour constitutionnelle a donc accepté le recours présenté dans la même journée par le gouvernement central. Et le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, avait dénoncé dans des mots très durs l'initiative de la Catalogne. Rien ni personne, ni aucun pouvoir, ni aucune institution ne peut rompre ce principe de souveraineté unique, indivisible, sur lequel se fonde notre vie commune. C'est ce qu'il avait assuré.
Et puis c'est le blocage total à Hong Kong où les manifestants sont déterminés à faire plier Pékin. Le chef de l'exécutif hongkongais a exigé la fin immédiate des manifestations, mais les militants pro-démocratie jurent d'occuper le cœur de la ville tant que Pékin ne leur accordera pas les réformes politiques promises. Hier soir, plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont une majorité d'étudiants et de lycéens, s'étaient encore rassemblés dans une atmosphère beaucoup plus détendue cette fois, près du siège du gouvernement. Ils ont réclamé le plein suffrage universel en 2017. Les manifestations pourraient attirer des foules plus nombreuses encore demain et jeudi, qui sont des jours fériés à Hong Kong. Le 1er octobre marque le 65e anniversaire de la victoire des communistes en Chine. Et puis un mot de sport à présent avec la deuxième journée de la Ligue des Champions et un match très attendu ce soir. Le PSG va se retrouver face au FC Barcelone avec beaucoup de doutes pour les Parisiens puisque le PSG devra faire sans la star Zlatan Ibrahimovic car il n'est toujours pas remis de sa blessure au talon. Techniquement comme physiquement, Paris n'est donc pas au mieux de sa forme et pourtant il faudra ce soir un vrai succès pour le PSG après le match nul contre l'Ajax d'Amsterdam. En face, le FC Barcelone semble irrésistible avec le duo Messi-Neymar qui réalise un début de saison remarquable. Un duo décrit dans la presse comme étant le plus talentueux du monde. Le match aura lieu donc ce soir et ça se passe au Parc des Princes à Paris. Et retour au Maroc pour terminer ce journal. Direction Tiout, dans les environs de Taroudant. Une expérience pilote a été lancée dans ce village pour améliorer la qualité de l'enseignement. Il s'agit de l'école communautaire. C'est une première dans la région du Souss Massadara. Ce genre d'école est financé par la collectivité locale et par des ONG. Le reportage par Bouali Redouane, Tariq Al-Amrani sur un récit d'Amina Balkhalak. Nous sommes à Tiout, à 27 km de l'ouest de Taroudant. Depuis un an, ce village vit une expérience unique, celle de l'école communautaire, un établissement à la rescousse des enfants de toute la région. Il y a un internat, une cantine, tout ce qui fait un établissement digne de ce nom. Cette école, c'est ce qu'il y a de meilleur dans la région. C'est surtout un nouveau modèle avec une gestion participative. Le ministère de l'Éducation et la société civile travaillent ensemble pour encourager la scolarité en milieu rural. L'école communautaire a été testée dans plusieurs autres régions et en peu de temps, elle a fait ses preuves. Dans la région Souss Massadara, le taux d'abandon scolaire a chuté. Il est de 0,5% aujourd'hui. C'est la première école communautaire de Souss Massadara. Elle nous a permis de lutter contre l'abandon scolaire et l'isolement des enfants. Depuis son inauguration, les professeurs sont plus stables et nous n'avons plus ce problème des groupements de classe. Le regroupement de plusieurs niveaux dans une même classe, un vrai désastre pour la qualité de l'enseignement. Le ministère veut mettre un terme à ce phénomène en milieu rural. Dans la région de Souss Massadara, plus de 510 unités scolaires sont qualifiées d'incomplètes. Et voilà pour le journal. Tout de suite, on rejoint l'un de nos correspondants dans le monde. Et ce matin, c'est en République démocratique du Congo que nous allons. Nous retrouvons en direct de Kinshasa, la capitale de la RDC, notre correspondante Aurélie Fontaine. Bonjour Aurélie. Bonjour Naïma. Aurélie, depuis plusieurs mois en République démocratique du Congo, les médias et les Congolais parlent beaucoup de l'hypothèse d'une modification d'un article de la Constitution. Et ce serait donc pour permettre au président Joseph Kabila de se présenter pour un troisième mandat en 2016, ce qui n'est donc aujourd'hui interdit par la Constitution. Alors une partie de la société civile, l'opposition, les évêques congolais également s'opposent à cette possibilité de révision. Ils manifestent régulièrement et c'est d'ailleurs ce qui s'est encore passé samedi dernier à Kinshasa.
Oui, tout à fait. En fait, environ 2000 manifestants se sont rassemblés dans la capitale à l'appel de plusieurs partis d'opposition qui soupçonnent donc le président Joseph Kabila de vouloir modifier la Constitution, comme vous le disiez, pour se représenter en 2016. Et donc le débat porte tout particulièrement sur l'article 220 qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Alors réviser cet article permettrait à Joseph Kabila, à la tête de l'État depuis 2001, suite à l'assassinat de son père, et élu démocratiquement ensuite depuis 2006, ça lui permettrait de se représenter pour un 3e mandat en 2016. Mais du côté du gouvernement, rien n'a encore été déclaré précisément à propos de cet article 220. Et d'ailleurs, Joseph Kabila ne s'est jamais exprimé publiquement sur son intention de briguer ou non un 3e mandat. Alors, le chef de l'État a simplement confirmé jeudi dernier, lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, que les prochaines élections présidentielles se tiendront bel et bien en 2016. Alors, Aurélie, le débat continue d'agiter la République démocratique du Congo. D'ailleurs, la manifestation de samedi n'était pas la première à ce sujet. Oui, et toutes ne se sont pas passées aussi pacifiquement que celles de samedi dernier dans la capitale congolaise. Plusieurs marches ont ainsi été dispersées par les forces de l'ordre précédemment. Mais on note aussi qu'au sein même des proches du pouvoir, il y a des voix s'élèvent, comme celle du président du Sénat, qui n'est pas membre du parti au pouvoir, mais qui est considéré comme étant un proche de Joseph Kabila. Et alors lui a affirmé en septembre, lors de l'ouverture de la saison parlementaire, que toute modification de cet article 220 constituerait une violation de la Constitution et une menace pour la stabilité du pays. Aurélie, on va parler maintenant culture avec une exposition photo assez originale à Kinshasa. C'est sur le catch congolais, un sport très populaire là-bas et puis un sport très étonnant aussi. Oui, tout à fait. Alors là, il s'agit d'une exposition d'une trentaine de photos en couleur et en noir et blanc et qui montre l'ambiance autour du catch au Congo et qui va durer un mois à Kinshasa. Et on y voit donc des catcheurs avec ce qu'ils portent sur le ring. L'un d'entre eux, par exemple, porte un casque avec des cornes de buffle, un autre a un collier de gros coquillages autour du cou ou un autre encore porte un masque du super-héros Spider-Man et certains posent devant l'objectif avec des machettes ou des statuettes fétiches. Parce qu'au Congo, les combats de catch qui existent depuis les années 1970 ici sont un peu particuliers. Ici, les catcheurs peuvent utiliser des fétiches, du faux sang, des animaux vivants ou encore même pratiquer l'hypnose. Mais ces pratiques tendent de plus en plus à diminuer, notamment dans la capitale Kinshasa et là où on voit que le catch congolais s'oriente plus vers le catch américain et aussi surtout sans fétiche. C'était Aurélie Fontaine en direct de Kinshasa en République démocratique du Congo pour Média TV. Merci beaucoup Aurélie, on vous dit à bientôt. La revue de presse à suivre dans quelques instants, elle est signée Toffer Nasseri. Restez avec nous, on revient tout de suite après.